Bonsoir à tous, désolé pour les quelques minutes de retard. Bienvenue à cette conférence intitulée «La prévention des violences sexistes et sexuelles en entreprise». C'est une conférence qui a été organisée par UTT Alumni et avec Futur en commun. C'est quelque chose qu'on met en place depuis un petit moment, notamment depuis 8 mois à peu près. Et on n'est pas tout seul. Alors là, c'est l'équipe projet côté UTT Alumni. Nous avons Maud Cadoré, Kalissa Spiteri et Yogan Le Foulé qui se sont impliqués sur le projet depuis, oui, depuis de nombreux mois. Et Yogan va animer cette conférence avec trois intervenants de qualité qui viendront sur scène, avec également Futurs en commun qui interviendront. Vous pourrez échanger avec chacun des intervenants autour de questions-réponses à la fin. Les VSS est un sujet qui est assez sensible pour certaines personnes. Donc, si ces sujets vous sentez pas très bien, n'hésitez pas à vous déconnecter si vous êtes en ligne ou à prendre un peu l'air si vous vous sentez euh, en lien avec ce qui va être dit. Ça peut être un peu délicat. Mais voilà, donc je vais déjà remercier ces trois personnes et les intervenants que vous allez découvrir juste après. Je remercie dès maintenant aussi les services techniques de l'UTT qui ont permis de rendre cette mondiodiffusion possible. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Yogan. À toi, Yogan. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous, personnes dans la salle et personnes qui nous suivent en visio, merci d'être là. L'objectif de la soirée, c'est savoir mieux identifier pour mieux réduire dans toutes nos organisations les comportements et les violences sexistes et sexuelles. En deuxième partie de conférence, pour cela, Emmanuel Carquin, enseignant à l'UTT en droit, nous exposera la réglementation en matière de harcèlement moral et sexuel. Mais tout d'abord, pour commencer, on accueille Myriam Dergam, qui est connue pour ses travaux en sociologie des discriminations, qui va situer tous les concepts importants pour traiter ces questions. C'est à toi. Bonjour, du coup, moi je m'appelle Myriam, je suis interne en médecine générale et en parallèle de mon parcours, j'ai fait un master de sciences politiques que normalement je continuerai l'année prochaine en thèse. Ah, pardon. Alors, comme le disait Yogan, j'ai travaillé sur les violences sexistes et sexuelles à la fac de médecine et aussi sur ce qu'on appelle l'humour carabin, qui est l'humour des étudiants en médecine qui a un aspect parfois un peu douteux. Donc avant ça, on va parler de discrimination. Une discrimination, ce n'est pas une simple hostilité d'un individu envers un autre, ça sous-tend un rapport social, un rapport hiérarchique entre deux groupes. Pour parler de discrimination, il faut qu'il y ait une dimension sociale, une dimension politique et une dimension économique, sachant que tout cela est issu de l'histoire, est issu de nos lois, des médias, etc. Et ça va se traduire en différentes façons, ce que vous voyez dans la pyramide de l'oppression. Au début, les stéréotypes, les blagues, les partis pris, etc., jusqu'aux violences, dont les violences sexistes et sexuelles. La loi définit 25 discriminations. Encore une fois, ça peut se traduire de différentes façons. Discrimination à l'embauche, discrimination au logement, discrimination en santé, qui est mon sujet. Les discriminations, elles sont dites directes ou indirectes. De façon pratico-pratique, une discrimination indirecte, c'est comme pendant le Covid, où pour s'inscrire pour une vaccination, c'était sur Doctolib. Sauf que le problème, c'est qu'il y a 20% de la population française qui n'a pas accès à l'outil Internet. Donc on n'avait pas une volonté discriminatoire, mais dans les faits, ça a été le cas. Ces discriminations, elles sont dites systémiques, parce qu'elles sont issues d'un système, ce qui ne signifie pas systématique. D'accord ? On n'est pas toujours discriminé parce qu'on est une femme. En revanche, il y a tout un système qui est issu de l'histoire qui va contribuer à des oppressions, qui sont également dites structurelles ou institutionnelles. Alors d'habitude, je commence par un assis debout. On n'est pas nombreux, mais on va essayer de le faire quand même. Donc on va se mettre debout et on va faire ce qu'on appelle un check tes privilèges. Alors, vous allez rester debout si vous n'avez jamais été dans une école dite ZEP ou REP, zone d'éducation prioritaire, ou si vous n'avez jamais vécu dans un HLM. Quand on a le privilège, on est debout. Quand vous avez déjà vécu dans un HLM, vous vous asseyez. Pas vécu dans un HLM, on reste debout. OK ? On change de sujet. Mettez-vous debout si vous n'avez jamais été la seule personne de couleur dans la pièce.
Et je crois qu'aujourd'hui, je suis la seule personne de couleur dans cette pièce, donc vous pouvez tous vous mettre debout. Mettez-vous debout si vous vous identifiez au genre auquel on vous a assigné à la naissance, c'est-à-dire si vous n'êtes pas transgenre. Restez debout si vous êtes cisgenre. Restez debout si vous n'avez jamais eu peur d'être tabassé dans la rue en raison de votre orientation sexuelle, parce que vous tenez la main de votre partenaire. Mettez-vous debout si vous n'avez jamais eu à changer de tenue ou à changer de chemin en raison de vos habits, par peur de l'agression sexuelle. Ouais, je crois que vous n'avez pas tout compris. Ça veut dire que vous avez déjà eu peur de vous faire agresser sexuellement, donc vous avez changé de tenue, si vous restez debout. Oui, enfin, c'est l'inverse. Ouais, ça n'a pas été très bien compris, mais en gros, en gros, généralement, les femmes ont plus peur que les hommes de se faire agresser sexuellement. La conclusion, c'était ça. Bon, vous pouvez vous rasseoir. Pardon? Le fait est qu'il existe plusieurs privilèges. Un privilège, c'est cool, hein, le but, c'est d'en avoir, mais c'est insidieux, ça fonctionne de façon invisible. Comme on les a depuis notre naissance, on ne se rend pas compte de ce que c'est que de vivre sans. Ces privilèges et ces oppressions, elles agissent, enfin comment dire, elles ne s'ajoutent pas entre elles, elles se multiplient. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme de couleur, que vous êtes une femme de couleur lesbienne, vous allez subir d'autres discriminations. Typiquement, quand on dit à une femme noire que c'est une tigresse, c'est bizarre comme compliment. Ça renvoie au côté sauvage, au côté du racisme, et ça renvoie à un côté sexiste. C'est ce qu'on a théorisé sous le nom, enfin c'est pas moi, hein, c'est Kimberlé Crenshaw, sous le nom d'intersectionnalité. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce qu'en fait, en entreprise, ça va se traduire comme ça. Là, vous avez l'ordre des médecins. On peut voir une densité de population très variée. Tout comme Trump, qui a signé à ce moment-là sa révocation de la loi Rouf contre l'IVG. Donc, on voit encore une fois beaucoup de personnes concernées par l'IVG sur cette photo. L'ordre des avocats. Et comme on était dans une école d'ingé, j'ai tapé ingénieur sur Google. Et encore une fois, visiblement, Google ne pense qu'il n'y a pas de femmes ingénieures. Bon. Ça reste des représentations et finalement des choses qui existent. Alors, quand on parle de sexisme en entreprise, généralement, on pense à deux choses. Le salaire, 28,5% en moins, et les agressions. 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Alors, ça va se traduire par plusieurs choses. Déjà, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, je disais « ouais, non, les quotas, c'est nul, je veux être embauchée parce que je suis la meilleure ». Sauf que dans les faits, pour être la meilleure, eh ben, en fait, à même niveau, vous n'allez pas être embauchée. Donc, les femmes, en médecine, on nous demande d'avoir 2 doctorats, ben, les femmes, elles en ont 3. On nous demande d'avoir 200 publications, ben, les femmes, il va falloir qu'elles en aient 250. Depuis sa création, le prix Nobel ne compte que 4% de femmes, dont Marie Curie a largement participé. La cuisine, qui est pourtant un attribut féminin dans la plupart des cas, ben, seules 3 femmes sont dans la liste des 50 meilleurs chefs. Pour les patrons du CAC 40, on a une seule femme, etc., etc. Mais tout ça, ça reste un problème, entre guillemets, de privilégié. C'est-à-dire qu'on n'accède pas aux postes de pouvoir, mais ça veut dire qu'on a déjà les capacités d'avoir ces postes-là. Là, je vous ai mis la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, qui, elles, demandaient à être payées au SMIC et à avoir des heures sup payées. Donc, on est encore sur un combat différent qui change en fonction de nos privilèges ou non. Et puis, il va y avoir toutes ces petites choses insidieuses. Typiquement, l'attitude, la façon de se présenter, la façon de parler, la façon de gesticuler. Par exemple, quand on dit que c'est notre projet, de façon à s'imposer. Une femme, quand elle s'impose, ça ne va pas être perçu de la même façon. Ça va être perçu d'hystérique, grand débat du féminisme, ou plus encore, un homme, on va dire, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Une femme, on va dire, ah ben, en fait, elle est chiante. Ou elle est féministe. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de Rebecca West. Tout ce que je sais, c'est quand mon comportement ne me permet plus de me confondre avec un paillasson. Tout ça, ça renvoie à la définition bourdieusienne de violence symbolique. Comment
finalement, on a dit aux gens de faire des choses ou de ne pas faire des choses. La violence, c'est une définition qui bouge. Techniquement, quand la définition de violence a été mise en place sous les régimes, c'est quand on a interdit les duels à l'épée, au pistolet, tout ça. Donc la violence physique a diminué finalement sur le temps long. Mais ce qui ne veut pas dire que les violences psychologiques, sociales, etc. n'existent pas. En fait, les violences sont théorisées à une époque et à une autre. Par exemple, les travaux de Norbert Elias disent qu'à une époque, c'était tout à fait normal de se moucher dans la nappe. Bah, finalement, ça allait plus trop. Donc toutes ces normes, elles évoluent. Et plus que ça, la violence, les normes, ça sert à un contrôle social, notamment au contrôle social des femmes. Et c'est marrant parce que la définition de Hammer, c'est celle aussi des violences sexistes et sexuelles. Le contrôle social, c'est l'ensemble des processus concourant à l'intériorisation des normes et opérant vers une pression vers la conformité. En gros, rentrer dans un moule. Et ça, normalement, c'est quelque chose qu'on vous a appris tout au long de vos études. Plus que ça, les femmes sont vues comme un corps. Donc, c'est une étude qui a été faite par Harvard et Boston, qui demandait aux gens comment ils trouvaient les femmes en fonction de leur apparence physique. Et quand elles ne sont pas maquillées, elles sont incompétentes. Et quand elles sont trop maquillées, elles sont aussi incompétentes. Ça, c'est une BD qu'on a fait avec une amie à moi sur des phrases qui me sont arrivées à l'hôpital. Le Sobel et tais-toi. La dernière fois, c'était un infirmier qui m'a sifflé devant les patients en été parce que je portais une robe, alors qu'il faisait 30 degrés. Donc, quand on est sifflé devant les patients, la crédibilité, elle est quand même légèrement remise en question. De la même façon, quand on ne porte pas de robe, on va quand même nous faire la remarque. Et puis, il y a toutes ces violences symboliques, ces choses qui sont apparemment sympathiques, quand on nous appelle ma chérie, quand on nous appelle ma petite, etc., etc. Alors qu'au final, on est à un même degré de compétence. C'est toujours le classique. La femme est prise pour l'infirmière, l'homme est le docteur, même si c'est l'étudiant en 3e année. De la même façon, ça a été prouvé dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'avocats, que les femmes étaient toujours prises pour la secrétaire ou l'autre, et rarement pour la chef de projet. Notamment dans les écoles d'architecture, il a été prouvé que déjà celles qui avaient les postes, donc en premier lieu, c'était les hommes blancs, en deuxième lieu, les hommes noirs, en troisième lieu, les femmes blanches, et en quatrième lieu, les femmes noires. Et que quand les femmes architectes arrivaient sur le terrain, on les pensait architectes d'intérieur, donc design, tout ça, et on ne croyait pas qu'elles étaient capables de tenir un compas. Encore une fois, au début, je vous parlais d'intersectionnalité. En réalité, ce n'est pas un patient qui m'a dit ça, c'était un de mes supérieurs qui m'a fait remarquer que beurette, c'était le mot le plus recherché sur YouPorn, en me disant que j'étais une beurette. L'intersectionnalité, c'est ça. Je me suis tapé du sexisme et du racisme, un peu de paternalisme, tout ça un peu gratuitement. Alors, il y a eu des écoles qui ont été faites sur les écoles, des études pardon, qui ont été faites sur les écoles d'ingénieurs. 63% des femmes ont subi ou été témoins de violences sexistes. L'étude date de 2019. 10% des femmes ont subi une agression sexuelle, 5,7% une tentative de viol. Dans les écoles où il y avait un moindre niveau de mixité, la plupart des femmes ont pensé à arrêter la formation du fait du sexisme ambiant, 64%. J'aime beaucoup cette image de Barbie architecte, parce que quand elle est sortie, les architectes ont répondu que non, une femme architecte ne pouvait pas porter une robe de couleur et ne pouvait pas être blonde. Il faut qu'il y ait une coupe carrée, que ça renvoie à un sérieux, le costume, etc. Et ce que ressort cette étude sur la banalisation de violence en école d'ingénieur, c'est que finalement, c'est ce qu'on demande aux femmes, avoir un comportement exemplaire et discret qui colle à une norme, qui colle à un moule qu'on leur a créé, tout en acceptant la sexualisation de la vie étudiante. Et ça, on va le voir un peu après. Encore une fois, on pourrait penser que tout ça, c'est l'humour, c'est pas lié au sexisme, mais le fait est que notre société est sexiste. 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. Parmi les victimes de viol, 96% sont des femmes. Et parmi les hommes violés, 94% sont violés par des hommes. Ce qui reste quand même une grande majorité. Ce qui ressort de certaines études, c'est que les violences contre les femmes, finalement, ça n'intéresse personne parce que c'est vu comme des conflits. C'est vu comme des pulsions.
c'est vu comme des crimes passionnels, des drames familiaux, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient gêner l'ordre public. C'est pour ça que les gens ne s'y intéressent pas. Et toute la question, c'est comment réagir face à ces violences sexistes et sexuelles. Et ça, moi, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Parce que, quoi qu'on dise, on va être taxé d'hystérique, de féministe, de elle sait pas ce qu'elle dit, de elle est wokiste, etc. Et justement, mes travaux ont concerné l'humour et comment ça se fait. Donc là, c'était sur notre groupe de promo, Mamadou, 3 ans, admis en réanimation pour une mydriase. Une mydriase, c'est quand la pupille se dilate. Et comme photo, on a mis un singe, parce que Mamadou, forcément. Et on va dire, cet humour, nous, on soigne tout le monde. Alors, c'est pas grave. En fait, c'est pas vraiment ça. Cet humour, ça fait partie de l'apprentissage de la violence. Donc, il y a cette étude, les garçons immatures et les filles qui aiment ça, la violence de genre révélatrice d'une mixité scolaire, montre que c'est assez tôt, finalement, que cet apprentissage de la violence se fait envers les femmes et envers les garçons dits efféminés. La Reine des Verges, grand classique des soirées médecine, mais plus que ça reste des thèmes sexistes sur les études. Il y a une étude qui a été faite sur les écoles d'ingénieurs, formation de la classe dirigeante, sur toutes les écoles d'élite. Finalement, ce qu'on met en avant, c'est l'alcoolisation, les bizutages, etc. Bizutage qui est formellement interdit par la loi. C'est pour ça que désormais, en fac de médecine, nous nommons ça un trashage. Mais c'est un apprentissage de normes. Moi, quand j'étais jeune, et je me suis fait bisuter, je me suis fait frapper avec des poumons. Bon. Mais en fait, finalement, quand on est dans cette norme, on ne trouve pas ça bizarre. Et ça fait partie de ce qu'on appelle, est-ce que c'est là que j'en parle? Non, j'en parle peut-être après, de la socialisation anticipatrice, du conformisme de groupe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces attitudes-là, on ne peut pas juste dire c'est déviant, c'est des cas à part, oui, ils violent, oui, ils tapent les gens avec des poumons. Ben non, parce que pour être déviant, on est déviant par rapport à une norme. Et la norme, dans nos écoles, dans nos facs, c'est finalement ça. Ça, c'était la pub pour le cancer du sein. Et il y a 2-3 jours, la même pub est sortie à Lyon, sauf que la soirée, c'était nazi, et c'est le même thème, on met des femmes en tenue, on remplace leur tête par les gens de l'association, et on sexualise les corps. Et on va se demander pourquoi, finalement, ces gens vont transgresser cette norme. Mais transgresser la norme, ensemble, ça crée ce qu'on appelle un esprit de corps. Ça veut dire qu'on est ensemble, littéralement. On est dans le groupe, on est dans ce groupe qui transgresse. Ça crée une solidarité. Et la solidarité, c'est pas toujours mal, mais ça crée aussi une solidarité dans l'erreur et dans les débordements. Là, ça a été la grande soirée à Saint-Étienne qui avait fait moult débats, où pareil, le thème était donc la pédophilie. C'est pas mieux que les nazis niquent le sexisme pour le cancer du sein. Mais finalement, on se demande comment des gens doués de raison, qui ont fait des études supérieures, etc., peuvent arriver à dire Marie-Julie qui se cachait sous cette petite rose de fée, sous cette petite robe rose de fée, qui aurait pu s'en douter. Et c'est ce que je vous disais, c'est le conformisme de groupe, c'est la socialisation anticipatrice. On a envie de rentrer dans ces débordements, on a envie de faire partie du groupe, et on a envie de croire que nous, si on arrive à rire de tous ces sujets, c'est parce qu'on n'est pas concerné et qu'on est au-dessus. La réalité montre d'autres chiffres. Donc sur les violences sexistes en école d'ingénieur, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et les chiffres en fac de médecine, c'était la même chose. Ça apprend aussi la hiérarchie, la soumission à l'autorité et l'adhésion à certaines normes de groupe. Et ça, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur les nazis, dont j'ai oublié le nom, mais qui est noté dans mon diapo, qui disait que certains, on avait proposé à un groupe de participer à des lynchages, et les autres, on leur a dit, vous avez le choix de ne pas participer, il n'y aura pas de conséquences, partez. Il n'y en a que 3 qui sont partis. A posteriori, ils auraient pu dire, oui, on est parti parce que nous, on était contre, etc., etc. Et non, ils ont dit, on est parti parce qu'on n'était pas d'assez bons soldats. C'est-à-dire que finalement, ce qui est pénalisable, c'est de ne pas avoir été un assez bon soldat pour suivre le groupe et pas de se dire je me suis rebellé. De la même façon, dénoncer ces violences, c'est risqué. C'est se mettre seul face à un groupe et c'est aussi pour ça qu'elle perdure. Et c'est ce qu'il faut faire la différence entre rire de et rire avec, entre se moquer
et rire de certains sujets. Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire? Quand il y a un ancien président de la République qui dit que si on ne peut plus dire les 10 petits nègres, on ne peut plus parler des 3 singes de la sagesse, ou comme quelqu'un qui est à la présidentielle et qui dit que tous les migrants sont des violeurs en prime time à 20h, c'est pas vrai qu'on ne peut plus rien dire. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a des personnes à qui on ne donnait pas la parole, qui, avec l'avènement des réseaux sociaux, etc., arrivent à faire entendre leur voix. Là, j'ai mis ce qu'on appelle un bingo de l'humour oppressif. Des proches et Coluche seraient en prison aujourd'hui. Des proches, il a dit à Jean-Marie Le Pen qu'on ne pouvait pas rire du nazisme. Coluche, quand il dit oui, monsieur l'agent, elle n'était pas consentante, mais moi j'étais très très consentant, le but c'est de se moquer du violeur et pas de la personne violée. Rire de sujets qui sont déjà opprimés, qui vivent déjà ces choses tous les jours, ça n'a rien de subversif, ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien de novateur. Et l'idée, c'est que si on veut être si intelligent, on pourrait peut-être rire différemment. Et ça a été prouvé que l'humour et les discriminations, donc c'est des travaux de psychologie sociale, que ça avait un impact. Ça montrait que sur les personnes qui n'étaient pas discriminatoires, ça ne changeait rien à leur vie, et que les gens qui pensaient un peu des choses sexistes, tout ça, ça leur donnait un terrain où exprimer leurs idées. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Donc, ce qui est dissible dans l'espace public et ce qui est indicible. Il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible de dire les migrants sont tous des violeurs à 20h. Mais on nous a tellement asséné un tel discours qu'aujourd'hui, c'est une idée qui semble acceptée, peut-être pas, mais du moins qu'on peut dire en public sans être traité de raciste. De la même façon, sur les violences sexistes et sexuelles, pendant longtemps, ça n'avait pas posé de problème parce qu'on n'entendait pas certaines voix. Mais on ne pouvait pas non plus dire à la télé, oui, mais les femmes sont faites pour ça. Et maintenant, il y a 2-3 polémistes, si c'est un sujet, qui commencent à dire que les femmes en font trop sur le viol, sur les agressions, etc. Et toute la question, c'est est-ce qu'il faut tolérer cette intolérance? Et ça, c'est les travaux de Karl Popper qui dit qu'au final, tolérer l'intolérance, est-ce que l'intolérant tolère votre tolérance? C'est-à-dire que quand je vous dis votre blague, elle est nulle, elle me fait pas rire, je la trouve vexante, est-ce que vous allez me dire, ok, point, désolé, on change de sujet, ou non, mais en fait, t'as pas compris, c'est drôle parce que, typiquement, le flébit t'aimes les bites, ça m'est arrivé à 2h du matin aux urgences, j'étais pas trop contente d'être à 2h du matin aux urgences en train de gérer une flébite. Et on se dit, non, en fait, c'est pas drôle. Alors moi, ma technique, c'est de dire, j'ai pas compris, vas-y, explique-moi. Et du coup, on voit la personne en train d'essayer de se dépatouiller à expliquer pourquoi sa blague est drôle, ce qui me fait beaucoup rire. Et c'est là qu'on se dit que finalement, la blague n'était peut-être pas drôle initialement. Voilà, moi, je me pose la question de tolérer l'intolérance. J'aime bien ces travaux-là. Je vous laisserai sur ces 2 citations. Dans une société raciste, il ne suffit pas d'être non raciste. On peut l'appliquer aux violences sexuelles et sexistes. Et ce qui m'effraie, c'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. C'est quand on voit des situations, mais pas forcément de violences sexuelles et sexistes, il y a une étude qui a été faite sur les valises coincées dans les trams. Donc oui, il y a vraiment des gens qui ont fait des études là-dessus. Mais plus que ça montrait que les gens n'agissaient pas. On voit quelqu'un galérer, et puis on le laisse galérer. C'est pas forcément qu'on est quelqu'un de mauvais, c'est qu'on se sent pas concerné par son problème, même si on va râler parce que le tram est en retard. Et dans des situations comme ça, surtout dans des situations aussi touchy que les violences sexuelles et sexistes, c'est plus facile de ne pas agir. Il y a des travaux d'Éric Verdier qui montrent que pour agir face à des situations comme ça, il faut être en situation majoritaire. C'est-à-dire que 1 contre 1, vous allez perdre. 1 contre 12 personnes qui vous expliquent que c'est drôle, vous allez perdre. Mais qu'il faut plusieurs personnes. Alors lui, il appelle ça le contact, le con et le tact. Celui qui vient supporter la victime et le con, celui qui vient rentrer dans l'art de la deuxième personne. C'est pas de moi, c'est Éric Verdier qui a trouvé ce concept. Et voilà, je laisse la parole à l'intervenant suivant. Merci. Merci à Myriam Dergam. Maintenant, une intervention commune entre Jérôme Plein et l'association Futur en commun, représentée par Alice. Pour les questions au sujet de cette première intervention, je vous propose de les noter de votre côté et on traitera toutes les questions en fin de conférence d'une manière groupée en table ronde. Jérôme et Alice, c'est à vous. Alors bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Non, non, je projette rien, c'est juste un pense-bête parce que je pense pas beaucoup, par contre, je suis extrêmement bête, donc j'ai besoin de ce genre d'artifice, en tout cas. Alors, je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on essaye de mettre en place à l'Université de technologie de Troyes. Donc, on est une école d'ingénieurs. On est malheureusement loin des objectifs d'avoir autant d'étudiantes que d'étudiants, hein. On est typiquement à allez, 25% d'étudiantes, grosso modo. Et c'est un petit peu ça, enfin ça, et des histoires un peu malheureuses qui nous ont amenés à avoir une réflexion et puis à essayer de mettre en place un certain nombre d'actions autour des VSS. Alors, l'idée initiale, c'était une réflexion un petit peu simpliste de ma part, qui était, bon, on a très peu de femmes, comment on fait pour en attirer plus? Et en première approximation, la réponse était de dire peut-être qu'elles ne se sentent pas bien à l'UTT. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux? Bon, alors évidemment, on a mis des choses en place. Évidemment, vous n'avez pas vu une arrivée massive de femmes. Donc, à partir de là, ça veut quand même dire que je suis un sombre imbécile et que c'est un échec. Mais bon, c'est une première étape. Euh, Une fois qu'on a dit ça, bon, évidemment, on a un ensemble de choses qui sont bon, une pression globale, hein. Donc, il y a les fameuses ODD de l'ONU. On a un ensemble de directives européennes. On s'est engagé dans EUT+. Donc, dans ce cadre-là, on travaille pas mal sur des choses qui, bah, comme l'a présenté Myriam juste avant, autour de l'intersectionnalité, où on essaye justement d'avoir une réflexion un peu pertinente à l'échelle européenne avec nos collègues là-dessus. On a évidemment des directives qui viennent du ministère, des ministères. Et puis, on s'est nous-mêmes engagés dans un certain nombre de choses. On essaye d'obtenir, enfin, le conseil d'administration nous a fixé comme mission d'être labellisé des DRS pour 2025. Donc, dans le cadre de ce label, il y a une partie évidemment RS, donc, qui vient aussi souligner cet enjeu. Donc, en particulier l'axe politique sociale. On a les accords de Grenoble, bon, qui sont évidemment, enfin, que l'UTT a signé il y a 2 ans maintenant, et qui sont de la même façon, d'un point de vue politique social, assez engageants. Donc voilà. Donc tout ça, c'est enfin, un petit peu le contexte, quoi. Et puis, à partir de là, il y a ce qu'on a essayé de faire. Euh, donc au départ, l'idée, c'était vraiment de se dire, bon, il n'y a pas grand-chose. Quand il y a un cas de VSS, on est incapable de le traiter. Et non seulement on est incapable de le traiter, mais en plus de ça, on est surtout capable de maltraiter les gens. Donc là, c'est en particulier des étudiantes. Donc ça, c'était un bilan qui était quand même pas très glorieux. Donc on a essayé de travailler pour faire mieux, quoi. Donc ça, c'est un chantier qu'on a commencé quasiment peu après mon arrivée à la direction adjointe, bon, qui a eu un petit peu, qui a patiné pendant le Covid, malheureusement, parce que bon, c'était un peu compliqué. Et derrière, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir embaucher Madame de Vred, qui travaille à mes côtés et qui a été au-delà d'un accélérateur parce que fait un boulot incroyable. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est que maintenant, il y a une charte de bonne conduite que tous les nouveaux étudiants doivent signer quand ils arrivent à l'UTT. Étudiantes et étudiants, hein. Alors, vous allez me dire, oui, une charte de bonne conduite, on signe, c'est bien, c'est comme la charte de conduite informatique. Oui, mais en cas de dérapage, ça permet au conseil de discipline de prendre des décisions et des décisions qui peuvent être un petit peu, enfin, qui doivent être en mesure du non-respect de la charte. De la même façon, on a travaillé sur les conventions de stage
parce qu'on s'était rendu compte aussi que parfois, et bon, ça, on remercie Futur en commun qui avait un autre nom avant. Voilà, mais nous avons un petit peu ouvert les yeux là-dessus. Il y avait aussi des problématiques dans le cadre des stages. Donc, bon, voilà. Il y a eu un ensemble maintenant de livrets de prévention. Il y a la mise en place d'un espace dédié sur Moodle, où, pareil, on va trouver un certain nombre d'informations. Et puis, il y a des affiches. Donc, on a des exemples ici d'affiches qui ont été réalisées dans le cadre d'un concours. En tout cas, il y en a une là. Dans le cadre d'un concours qui avait été organisé par nous en collaboration avec la Fondation UTT, il me semble, de mémoire, et qui nous a permis un petit peu d'avoir des affiches faites par nos étudiantes et nos étudiants et puis qu'on a pu imprimer en grande taille et disposer. Alors, bon, ça, c'est un petit peu partie papier, on va dire. De façon un petit peu plus concrète, maintenant, sur les formations. Sur les formations, depuis septembre 2021, l'ensemble des étudiants nouvel entrants à l'UTT sont sensibilisés par une association qui s'appelle On the Way, qui travaille en collaboration avec nous. Il y a eu, c'est la 3e fournée là, donc on doit être à 750 étudiants à peu près sensibilisés depuis le début de cette action. Donc en gros, chaque nouveau TC qui arrive est sensibilisé, enfin nouveau TC et nouveau entrant en branche aussi. Le seul problème de cette sensibilisation, c'est qu'elle avait lieu pendant la semaine du BES, c'est-à-dire à l'intersemestre. Je rentre un petit peu dans les détails techniques, mais bon, les étudiants présents et les alumni savent ce que c'est que l'intersemestre. Et on sait pertinemment que le moment où les risques sont les plus importants, c'est dans les 6 premiers mois. Donc finalement, bon, la sensibilisation, c'est bien, mais elle arrivait une fois qu'on était sorti de la zone la plus potentiellement risquée en termes de VSS à l'UTT. Donc cette année, si les échos, ce que j'ai pu entendre, voilà, se passe bien, normalement, ça devrait se faire à la rentrée. Et donc, les étudiants sensibilisés le seront, j'imagine, et j'espère, avant le week-end d'intégration, qui est quand même un des moments les pires. Enfin, j'imagine parce que j'ai personnellement jamais participé, même de loin. Donc, mais bon, quand même. En plus de ça, par contre, depuis septembre 21 aussi, on forme l'ensemble des chefs d'équipe du week-end d'intégration. Donc, tous les chefs d'équipe sont, eux, formés. Alors, ils ne sont pas sensibilisés, ils sont formés. C'est une formation un peu plus poussée. Donc, on en a eu 400 environ déjà de formés depuis 2021. Ensuite, on a potentiellement aussi des cas, parce que les étudiants, en effet, mais on a aussi du personnel et il faut aussi en prendre soin. Donc, on a essayé de former des personnes un peu partout dans l'UTT. Alors, ceux qui sont en général plutôt en lien avec les étudiants, mais pas seulement. À la première écoute. Donc, maintenant, on a une dizaine, on a à peu près 10% du personnel qui est formé à la première écoute, c'est-à-dire être capable de recueillir la parole dans le cas de VSS, et on voit, c'est marqué écoutant VSS ou écoutant de VSS sur les portes des gens qui sont formés. Et au moins donner les bonnes consignes au départ, faire un accompagnement et être capable d'écouter. Et puis, on a eu la formation aussi, alors là, encore plus poussée, d'une dizaine d'agents référents plateforme qui sont finalement les petites mains derrière la plateforme de signalement. Et puis, la troisième étape, donc, c'est en termes d'écoute et d'accompagnement. Il y a eu la nomination d'une référente égalité en avril 2021, en la personne de Sandy Devred. Et puis, on a mis en place une plateforme de signalement. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est utt.signalement.net.
dans lequel on est en capacité de répondre à l'ensemble des discriminations, hein. Donc, il y a les VSS, bien évidemment, mais pas que pourrait avoir à subir un étudiant, une étudiante, un membre du personnel. Bref, donc on a le harcèlement moral ou sexuel, les violences physiques, morales, sexuelles, sexistes, les autres discriminations, des difficultés liées au handicap, hein, ou encore le non-respect de la laïcité. Et donc, c'est une plateforme qui est évidemment accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, malheureusement, les écoutants derrière, enfin les personnes référentes derrière, ne sont pas, elles, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Néanmoins, le temps de réponse est quand même extrêmement rapide. Et puis, bon, après, je peux répondre aux questions sur cette plateforme et la façon dont sont traités les cas qui remontent si ça vous intéresse. Et à partir de là, bon, dans le cas de VSS, par exemple, il y a une commission d'enquête qui est nommée, commission d'enquête qui va aboutir sur la commission disciplinaire ou pas. Et puis, dans le cas de la commission disciplinaire, sur une sanction. Voilà. En tout cas, l'idée pour moi, comme aujourd'hui je suis le porte-parole de l'UTT là-dessus, c'est idéalement d'arriver, de finalement payer l'ensemble de, de ce système pour rien. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, on est malgré tout, et là, je parle sous le contrôle de Sandy, mais dans les déclarations qu'on avait pu faire, on avait fait un sondage, hein, comme la plupart des écoles d'ingénieurs, on a fait un sondage un petit peu sur les VSS, avez-vous été témoin, etc., etc. On était quand même globalement, et ce malgré le nombre faible nombre le nombre de femmes pas très élevé à l'UTT. Je ne sais pas si peu de gens avaient témoigné, mais je crois que le taux de témoignage était plutôt bon de mémoire, et on était sur des taux qui étaient, je ne vais pas dire acceptables, mais largement en dessous de ce qu'on rencontre dans les grandes écoles d'ingénieurs parisiennes. Je ne m'en félicite pas parce que ce n'est pas zéro, mais néanmoins, c'est quand même mieux qu'ailleurs. Mais bon, je ne vais pas communiquer sur le fait que vous pouvez venir à l'UTT, la probabilité d'être violé est plus faible. Bref, c'était un peu pour terminer sur une note un peu drôle. Mais voilà, donc je vais maintenant te donner la parole, enfin, parce qu'il ne fallait pas me donner le micro, hein. On ne m'arrête plus. Merci Jérôme Plein. Donc, moi, c'est Alice, du coup, la présidente de Futur en commun pour ce semestre. Futur en commun, c'est un club qui a été créé il y a un peu plus de 3 ans, notamment par Maude Carouret, qui doit nous écouter, qui n'est pas présente aujourd'hui. Ce club, à l'origine, s'appelait Futur au féminin et il était voué à aller dans les lycées et dans les collèges pour présenter l'ingénierie et pour essayer de montrer que être ingénieur en tant que fille, c'est faisable et c'est pas dangereux, entre guillemets. En tout cas, montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent avoir une vocation à faire de l'ingénierie. Et on a vite eu le souci des violences sexistes et sexuelles. Donc, cette problématique s'est vite emparée de ce club. C'est notamment, alors, je ne sais pas qui a lancé le projet en premier entre l'administration ou Futur et Féminin, mais les formations à l'intégration ont été aussi soutenues largement par Futur au Féminin et bien évidemment organisées maintenant par l'administration. Merci Sandy. C'est aussi Futur au Féminin qui avait décidé de créer ce qu'on appelle les Trusted People. Donc, les Trusted People, c'était des étudiants formés aux violences sexistes et sexuelles, formés à réagir à ces sujets et qui donc étaient présents lors des événements comme l'intégration, donc notamment le week-end d'intégration particulièrement, puis à des soirées teintées. Et je crois que ça n'a pas été plus loin que ces soirées-là, parce que ça a posé notamment des problèmes juridiques. Peut-être que M. Carquin nous en parlera. Mais donc, ce dispositif a vite été
pas abandonné, mais repris d'une autre manière, notamment avec une association qui est maintenant présente sur les événements du type le gala, les soirées d'intégration. Je n'ai plus le nom de l'association, je m'en excuse. C'est une application qui permet de Safer, merci. Voilà, il y a des gens qui suivent dans l'Assemblée, c'est parfait. Donc, c'est Safer qui prend maintenant en main toutes ces choses-là. Dans tous les cas, ce que je considère, moi, comme une réussite, c'est que maintenant, à presque tous les événements à l'UTT, il y a un dispositif mis en place contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, notamment, y compris dans des voyages organisés, comme par exemple Skiut, qui va aller demander l'avis de Futurs en commun maintenant, pour savoir ce qu'il faut faire, comment il faut former, par quelle association, etc., qui vont aussi demander l'avis de Sandy. Donc, c'est un sujet qui est maintenant largement abordé, notamment aussi grâce aux formations, comme l'a dit Jérôme Plein. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, beaucoup de fois le mot exemple, si je peux vous donner un exemple, quand je suis arrivée à l'UTT, donc il y a 3 ans, pendant mon intégration, les seules personnes qui m'ont prévenue des violences sexistes et sexuelles, c'est des étudiantes plus âgées que moi, et j'incite bien sûr étudiantes et non étudiants, alors qu'à l'intégration d'après, où du coup j'étais en 2e année, suite à cette formation, il y a eu énormément de prises de parole sur les VSS, que ce soit sous format de blagues. Donc on vient d'en parler, c'était des blagues qui étaient des fois un peu limites, mais au moins on en parlait. Et c'était aussi des blagues qui allaient contre l'agresseur et non plus pour les victimes. Donc d'après ce que j'ai compris, contre l'agresseur, oui, c'est ça. D'après ce que j'ai compris, c'était un humour qui était un peu border, mais qui en tout cas nous permettait d'en parler. Et depuis cette intégration-là, depuis qu'il y a ces formations, on en parle, c'est dit, on y fait attention et c'est, j'espère, mieux, même si c'est toujours pas parfait. Il reste des choses à améliorer. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, il me semble. Merci à chacun, chacune. On poursuit avec Emmanuel Carquin pour la réglementation. Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va retirer cette photo de premier communion. Je m'appelle Emmanuel Carquin, j'interviens en droit à l'UTT et puis j'ai été sensibilisé par Yogan à ce thème ce soir et ça se rapporte complètement au domaine que j'explore à l'UTT, à savoir le droit du travail. Et ce soir, je vais donc me limiter, bien entendu, aux aspects droit du travail et à la réglementation en vigueur dans les entreprises. On va plus particulièrement parler, parce que il fallait bien se limiter, on va plutôt se limiter ce soir au harcèlement. Alors, je vous parlerai surtout du harcèlement sexuel. On va essayer ensemble de le définir et de mieux comprendre ces situations qui sont qualifiées de harcèlement sexuel. On parlera un petit peu, parce que vous verrez qu'on peut aussi y faire rapport, de harcèlement moral. Et puis, tout de suite, je vais vous dire ce dont on ne va pas parler. On ne va pas parler de tout ce qui est de caractère d'agression sexuelle ou de viol, qui sont des délits et des crimes, bien entendu, mais qui nécessiteraient beaucoup plus de temps si on voulait les aborder sous le jour juridique pour mieux les définir. Ce soir, on va parler de ce harcèlement sexuel. Tout le monde en parle, personne ne sait vraiment ce que c'est. Je ne suis pas persuadé qu'après cette petite présentation, vous en saurez beaucoup plus quant à ces cas pratiques et à sa définition, mais au moins vous pourrez voir quelles sont les situations qui sont couvertes par les textes. Mine de rien, on a pas mal de textes en France et ça a commencé à partir de 1992, où le premier texte qui visait à réprimer le harcèlement sexuel a été adopté par le législateur. Ce sont des textes qui ont été réformés au fur et à mesure des années, parce que, vous le comprenez bien, les modes de harcèlement vont évoluer avec les années, pour arriver à un texte qui est, on va dire, entre guillemets, tout nouveau pour nous les juristes, en une dernière version en 2021. Donc, je vous présenterai la définition, puisqu'on va avoir un jour pénal. Le droit pénal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le droit de la répression. Quand vous commettez un acte, une infraction pénale, la société va se charger de vous punir. Le harcèlement moral est une infraction pénale, c'est un délit, mais ce harcèlement moral va aussi avoir des conséquences sur le monde du travail, et le droit du travail s'est donc emparé du harcèlement sexuel. On parlera, parce que c'est bien souvent un des principaux problèmes, tendance à dire que la vérité n'existe pas en droit.
la vérité, c'est ce qui est prouvé et on n'arrive pas toujours à tout prouver. Et on le verra que dans ce domaine, c'est d'autant plus vrai. On parlera donc du régime de la preuve. On parlera aussi, parce que c'est directement impacté par le problème du harcèlement, de la santé et de la sécurité au travail, des obligations pour les employeurs, et ça nous permettra notamment de voir quelles sont les obligations de prévention et les recours possibles en matière de harcèlement. Donc, vous l'avez compris, on va parler du harcèlement sexuel. On fera une petite incartade sur le harcèlement moral, parce qu'il peut aussi, ce harcèlement moral, avoir des aspects sexuels. Je n'ai toujours pas compris. Prenons la définition. Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos, des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même répétée, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers. Dans les deux cas, le harcèlement est puni, quel que soit le lien entre l'auteur et sa victime. Vous l'avez compris, ce premier texte, qui est la définition pénale du harcèlement sexuel, couvre deux situations. Alors, les textes qu'on avait avant en matière de harcèlement sexuel, ils avaient un avantage, c'est qu'ils étaient très larges, donc on pouvait y faire rentrer beaucoup de choses, mais en réalité, ils étaient plutôt incompris et l'interprétation qui était faite par les juges était bien souvent insuffisante, parce que, à être tellement large et tellement peu précise, les juges ne finissaient par ne pas vraiment comprendre quelle situation on voulait réprimer. L'intérêt de ce texte, qui peut paraître relativement court, c'est de couvrir deux situations précises. On va commencer par la première, qui est la plus simple, et pourtant qui est la deuxième dans l'ordre d'apparition de notre définition. Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même répétée, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel au profit de l'auteur ou de fait ou d'un tiers. C'est ce qu'on appelait, je dirais un peu vulgairement, dans les années 80, la promotion canapé, c'est-à-dire de mettre en place une sorte de chantage. Si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas ton augmentation. Si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas le poste que tu vises. Bref, de lancer ce sorte de chantage dans le but d'avoir, alors pour soi ou pour un tiers, je n'ai jamais bien compris comment on pouvait le faire pour un tiers, mais en tout cas, la définition le couvre. Et ça va couvrir ce chantage sexuel, cette promotion canapé qu'on va viser à travers cette partie. Mais aussi la deuxième partie, en tout cas la première partie de la définition, et la deuxième situation qui est couverte, c'est le fait d'exposer et d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Je pense que Jérôme pourrait vous en parler, et Sandy aussi, tout simplement parce qu'on est d'une autre génération. Nous, on a vu arriver les chaînes mail. Alors, ça, je vais vous parler d'un truc qui, vous êtes plutôt jeune, va vous sembler complètement démentiel. Mais je suis sûr que Jérôme et Sandy peuvent vous en parler. Au tout début du mail, il n'était pas inhabituel de se retrouver sur une chaîne mail où tous les jours, on recevait une blague porno, tous les jours, on recevait des blagues sexistes. C'était, avec l'arrivée du mail, un comportement professionnel assez habituel. Et ce fait d'être exposé à un moment, c'était vraiment offensant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on se retrouvait sur des fils de mails, des chaînes mails assez incroyables. L'idée de cette partie de la définition, c'est ça. C'est qu'en réalité, ce harcèlement, il peut se faire non seulement par la voie informatique, en recevant des documents, mais aussi en parlant devant les gens, en ayant des remarques ou des comportements qui vont créer pour la victime une situation intimidante, ou en tout cas une situation offensante. Pour l'instant, cette définition, mine de rien, elle est claire. Elle couvre deux situations.
premièrement, la promotion canapé. Deuxièmement, le type lourd avec des blagues sexistes, des blagues déplacées. Je dirais que pour l'instant, au moins, le législateur, il a fait un travail qui est relativement clair de définition. Sauf que le vrai problème en droit, c'est le problème ensuite de l'interprétation. En effet, cette définition, ce n'est que quelques mots écrits sur du papier. Les juges ont un rôle d'interprétation. Et il faut, et je vais prêcher un peu pour la paroisse en quelque sorte, il faut avoir confiance en les juridictions, en le juge plus particulièrement, et il faut avoir confiance en notre système. Pourquoi? Parce que l'idée de ce texte sur le harcèlement, c'est de laisser suffisamment de place aux juges pour pouvoir définir les situations harcelantes. Vous comprenez bien qu'il est impossible de faire une liste de situations offensantes. Vous comprenez bien qu'il est impossible de faire une liste de blagues sexistes. Qu'est-ce qu'une blague sexiste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Peut-être qu'elle ne l'était pas à une époque, comme vous nous l'avez expliqué, mais qu'elle l'est aujourd'hui. En réalité, c'est la réception par la victime de cette blague, c'est la réception par ceux qui sont exposés de ce propos sexiste qui va en faire une situation harcelante. Et c'est toute la subtilité en matière juridique de ce type d'infraction. Si demain je vous parle du meurtre, c'est quand même relativement simple à définir le meurtre. Le meurtre, je dirais que c'est un acte positif. Vous ôtez la vie à quelqu'un, qu'il soit volontaire, qu'il soit même s'il était d'accord et que vous lui ôtez la vie, ça reste quand même un meurtre. La particularité du harcèlement, c'est que le préjudice qui va être subi par la personne, la victime qui va se déclarer, en réalité, cette victime, c'est une sorte de préjudice personnel. C'est-à-dire que la même situation à une autre personne, où on exposerait une autre personne, peut-être qu'elle ne se sentirait pas offensée. Et c'est là toute la subtilité qui fait que n'attendez pas grand-chose de cette définition. Attendez de la justice autre chose, celle de l'intervention du juge. Souvent, quand j'en discute avec des victimes et que je leur parle de ces textes, ils me disent « oui, mais ça ne couvre pas toutes les situations ». C'est complètement faux. Ça couvre toutes les situations parce qu'on oublie que c'est le rôle du juge d'évaluer la situation. C'est le rôle du juge d'évaluer le caractère offensant pour la personne en raison de cette personne, de son caractère, de sa situation, de son handicap, de son sexe, de ce que vous voulez. Mais en réalité, ce qui est plus important encore que le texte, ça va être l'interprétation qui va être faite par le juge. Le problème, c'est que pour que le juge fasse son interprétation, il va falloir lui apporter des éléments. Ces éléments, et comme toujours en droit, le problème, c'est la preuve. Oh, je me suis encore trompé. Le problème, c'est la preuve. Alors, je suis toujours un petit peu ennuyé quand je discute de harcèlement avec différentes personnes qui me disent bien souvent mais ça vaut pas le coup de déposer une plainte, ça vaut pas le coup d'en parler au conseil de prud'homme parce que j'ai pas de preuves. Alors déjà, il faut savoir deux choses. Il faut distinguer la plainte pénale, celle que l'on va aller déposer auprès des services de police, qui vont la remonter auprès du procureur de la République, qui va lui-même leur donner des instructions pour rechercher la vérité et qui va ensuite décider ou non de donner cette affaire à un tribunal. Et puis ensuite, la preuve que vous amenez devant ce qu'on appelle les juridictions civiles et notamment le conseil de prud'homme pour éventuellement établir la nullité de votre licenciement parce que vous étiez victime d'un harcèlement sexuel et que vous avez refusé les avances de votre patron et que c'est pour ça qu'il vous a licencié. Il ne faut pas il ne faut pas en tout cas tout confondre. En matière pénale, c'est-à-dire celui de l'infraction pénale. Vous êtes victime d'un harcèlement, vous voulez que l'auteur de ce harcèlement paye à la société pour l'acte répréhensible qu'il a commis.
Vous allez aller déposer une plainte et ne me parlez pas à ce moment-là de preuves. Vous n'avez pas besoin d'avoir des preuves. Et surtout, ce n'est pas à vous de chercher la preuve. C'est le boulot de la police, sous le regard du procureur. Et je peux vous dire qu'ils ont des moyens largement supérieurs aux vôtres pour trouver la vérité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu la chance de passer 24 heures en garde à vue. Vous allez voir qu'ils ont des moyens pour chercher la vérité. Il n'est pas nécessaire à la victime d'apporter des preuves lorsqu'elle dépose une plainte au pénal. Il est juste nécessaire, et c'est le propre de toute plainte pénale, de signaler un acte. Vous n'avez pas besoin, pour aller déposer une plainte, d'avoir une preuve. C'est ensuite le boulot du procureur, c'est ensuite le boulot de la police d'établir la réalité de l'infraction que vous avez dénoncée. Donc, n'hésitez jamais à déposer une plainte en disant « Ah mais oui, mais j'ai pas de preuve ». Peut-être que tu n'as pas de preuve, mais en signalant, tu vas demander à la police, elle, d'en chercher, c'est son boulot, elle a d'autres moyens et elle va peut-être pouvoir les établir. Je suis d'accord avec vous que tout ça tient aussi beaucoup à la bonne volonté des institutions judiciaires. Si vous tombez sur un procureur qui s'en fout, bien entendu qu'il va vite classer sans suite. Mais je peux vous dire, pour avoir quelques contacts avec le milieu, qu'en ce moment, c'est plutôt le contraire qu'on demanderait au procureur d'être plus que vigilant et plus que tenace en la matière pour continuer à chercher. Et puis, vous avez le deuxième aspect, celui qui est l'aspect civil. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas réclamer la punition du harceleur. Vous allez demander l'indemnisation ou éventuellement la nullité d'un acte qui va être votre licenciement ou qui va être votre déplacement de lieu de travail. Là-dessus, là encore, on a évolué. Il y a une règle en droit de base qui joue dans 80% des tribunaux, qui est que la charge de la preuve revient au demandeur. Quand je vais devant un tribunal et que je demande quelque chose, je dois en apporter la preuve. Le corollaire, c'est que le doute sur la preuve profite au défendeur. C'est-à-dire que quand je vais demander quelque chose au tribunal, je dois apporter une preuve. S'il y a un doute sur cette preuve, celui qui se défend, que j'accuse en face, ou à qui je réclame quelque chose, eh bien, ce doute sur la preuve va lui profiter. Il y a une sorte d'automaticité. Même si c'est du droit, c'est quand même une règle. C'est technique. Un doute sur la preuve, ça profite au défendeur. En matière de harcèlement, il faut être clair, au début, c'était le cas. C'est-à-dire que dans les années 2000, 2010, lorsque tu estimais que tu avais été victime d'un harcèlement, tu allais devant le conseil de prud'homme et on te disait, vas-y, établis le harcèlement. Vous avez compris que le harceleur sexuel, c'est pas le type qui, j'allais dire le harceleur sexuel un peu professionnel, le vrai pervers, il va pas vous envoyer des mails offensants, il va pas vous faire des propositions par lettre avec accusé-réception. C'est plus subtil que ça et plus pervers que ça, bien entendu. Et il est vrai que dans un cas comme celui-ci, si on doit apporter la preuve pour que son harcèlement soit reconnu, dans 80% des cas, ça ne marche pas. Mais on a évolué et on est passé à un autre régime. Il y aurait eu la possibilité de dire on va inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas à celui qui est harcelé d'apporter la preuve du harcèlement, mais celui qu'on accuse d'harcèlement d'apporter la preuve qu'il ne harcèle pas. Mais là, ça aurait été contre-productif parce que je pense que beaucoup auraient été reconnus, on ne va pas dire coupables, mais responsables de harcèlement alors que ce n'était pas le cas. Non, le législateur a trouvé un juste milieu. On est aujourd'hui sur ce qu'on appelle le partage de la preuve. C'est-à-dire que, on aurait tendance à dire, il n'y a pas de règle. Chacun vient avec ses éléments et le juge n'est pas tenu à une quelconque automaticité. Il joue son vrai pouvoir d'appréciation des preuves qu'on lui apporte. Et vous avez peut-être une preuve flagrante apportée par une partie, mais qui, compte tenu du contexte, ne va peut-être pas être retenue ou ne va pas faire l'avis du juge au regard d'un autre élément ou d'éléments de fait qui sont apportés par
l'autre partie, et le juge va peut-être essayer d'en ressortir un contexte. On donne sa vraie place au juge dans l'appréciation des éléments. Il n'est tenu par aucune obligation, comme on l'est d'habitude en droit. Pas de preuve, doute sur la preuve, c'est pour le défendeur. Pas du tout. Ici, il n'est pas du tout. Ce qui veut dire aussi qu'il a la capacité à ressentir des éléments beaucoup plus subtils, des ambiances, des comportements généraux, des ambiances d'entreprise. Tout cela peut être retenu et donc, à ce moment-là, permettre au juge de se faire une opinion. Qu'est-ce qu'on peut apporter justement devant le juge? Là encore, si on se retrouve devant le conseil de prud'homme, le grand intérêt, c'est que la preuve est libre. Tous les moyens de preuve, du moment qu'ils sont loyaux et légaux, sont admis. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec des témoignages d'autres salariés, vous pouvez venir avec des messages vocaux qui ont été enregistrés sur votre portable, vous pouvez venir avec des mails, vous pouvez venir avec des écrits, avec ce que vous voulez. Vous pouvez tout apporter devant le tribunal et le juge pourra se baser sur tout. Je vous l'ai dit, attention, ce sont des moyens légaux et loyaux devant les conseils de prud'homme. Si vous déposez une plainte au pénal, ces moyens légaux et loyaux ne peuvent pas servir de preuve. Mais je ne vous cache pas que bien souvent, pour déclencher l'envie du procureur de continuer à creuser un petit peu plus, même un moyen illégal dont il ne pourra pas se servir, le moyen illégal par définition, c'est enregistrer par exemple quelqu'un à son insu. En France, c'est déloyal, donc illégal. Eh bien, vous pouvez quand même l'apporter à la police et vous verrez que même s'ils ne peuvent pas se baser juridiquement devant le tribunal correctionnel sur cette preuve, ça va être un bon élément qui va donner envie au procureur d'aller plus loin. Vous pouvez utiliser tout type de preuves devant les conseils de prud'homme. Vous pouvez aussi aider le procureur dans son travail en lui apportant tout type d'éléments au pénal. Je dirais qu'on a du mal à faire mieux que cela en matière de recherche de la vérité. Et puis, vous l'avez compris, donc oui, je suis allé très vite, mais je n'ai pas passé le slide. Donc, elle ne repose pas que sur le salarié, en tout cas que sur la victime. Le salarié doit démontrer la matérialité, donc c'est-à-dire apporter des éléments, mais qui ne sont pas considérés juridiquement comme des preuves. Vous apportez des éléments matériels. Et le juge considère que la matérialité des faits est établie par le salarié. Si tu établis la matérialité des faits, eh bien le juge prendra ta vérité comme telle. Et ton défendeur, à son tour, va devoir démontrer, va devoir démontrer à son tour ce qu'il a. Bref, on apporte tout ce qu'on a des deux côtés et c'est au juge d'évaluer tout ça. Attention, pour la plainte pénale, on reste sur la procédure pénale classique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce travail de recherche de la vérité, ce n'est pas à vous de le faire, ça reste au procureur et à la police d'établir la véracité des faits. Est-ce que je me trompe ou pas? Évidemment, hein. Ensuite, quelles sont les voies de recours qui vous sont ouvertes? Alors, vous l'avez compris, les voies de recours, on va commencer par la voie de recours pénale, hein, donc le dépôt d'une plainte. Vous pouvez déposer une plainte, vous avez 6 ans. Prescription qui est plutôt longue hein, en la matière. 6 années pour pouvoir dénoncer des faits de harcèlement sexuel. Vous pouvez aussi, en plus de cette action pénale, si cela se passe dans le cadre de votre travail, vous pouvez aller devant les conseils de prud'homme pour demander la réparation du préjudice que vous subissez par le biais de ce harcèlement, la nullité éventuelle de votre licenciement. Imaginez que vous avez été licencié parce que vous refusez un harcèlement sexuel ou vous dénoncez un harcèlement sexuel. Vous pouvez demander que ce licenciement soit qualifié de nul. Et je peux vous dire qu'en termes de dommages et intérêts, c'est en la matière ce qu'on fait de plus rémunérateur. Mais aussi, et ça c'est une grande première et on a tendance à l'oublier, vous pouvez aussi imaginer mener une procédure à l'encontre de votre employeur. Ce qui est assez incroyable, c'est que si demain vous êtes harcelé sexuellement par un collègue de travail, vous en parlez à votre employeur
Et vous savez très bien comment ça se passe dans beaucoup d'entreprises. On va vous dire, ouais, allez, arrangez ça entre vous. Allez, bon, je veux plus en entendre parler. Non, aujourd'hui, l'employeur ne peut plus dire qu'il ne savait pas et l'employeur n'a aucun intérêt à dire qu'il ne savait pas. Pourquoi? Ben parce que les employeurs sont responsables de votre santé et de votre sécurité au travail. Et donc, le harcèlement sexuel, ben, c'est un trouble qui va toucher directement votre santé et votre sécurité. Et donc, vous pouvez mettre en jeu la responsabilité de votre employeur. C'est-à-dire que devant les conseils de prud'homme, vous pouvez emmener votre harceleur, qui peut être votre chef, un collègue, voire même un subordonné, mais vous pouvez aussi emmener votre employeur parce qu'il n'aura pas assurer son obligation de sécurité. Et je vous le dis tout de suite, l'obligation de sécurité en droit français, c'est une obligation de résultat. Je dirais qu'il y a très, très peu de moyens de s'en débarrasser quand on est employeur. Et ça, je pense que c'est vraiment efficace puisque les employeurs, on les oblige à mettre vraiment leurs doigts dans le chantier et de s'occuper du problème du harcèlement dans l'entreprise. Vous pouvez aussi saisir le défenseur des droits basé sur un critère, dès que ce comportement est basé sur un critère interdit par la loi, comme la discrimination, notamment sur le sexe ou l'orientation sexuelle. Et c'est là, à ce moment, que je vais vous parler très rapidement du harcèlement moral. Pourquoi? Ben parce que vous, pardon, du harcèlement, oui, si, moral. Vous avez vu, je vous ai parlé du harcèlement sexuel, ça couvre 2 situations, donc exposer les gens à des propos de lourdingue et aussi ce chantage à caractère sexuel. Mais en réalité, vous discriminez en raison de votre orientation sexuelle. C'est non pas du harcèlement sexuel, ça va tomber sous le regard du harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est la même sanction que le harcèlement sexuel. C'est aussi une infraction pénale, 2 ans de prison, 30 000 € d'amende, jusqu'à 3 ans pour les récidivistes. Et ça va être par ce biais du harcèlement moral qu'on va pouvoir, à ce moment, punir pénalement le harceleur moral et aussi demander des dommages-intérêts. J'attire votre attention sur le fait que le harcèlement moral est un petit peu plus compliqué parce que sa définition, elle, nécessite que vous mettiez en avant un préjudice sur votre santé ou la dégradation de vos conditions de travail. Et bien souvent, en matière de harcèlement moral, c'est ce qui est le plus compliqué à établir. Pas tellement la dégradation de votre santé, mais ce qu'on appelle le lien de causalité entre la faute et la dégradation de votre état de santé. Vous êtes au quotidien dénigré par un de vos collègues en raison de votre orientation sexuelle. Cela va jouer sur votre humeur, sur votre morale. Vous allez faire une dépression peut-être. Et donc, vous allez aller devant le conseil de prud'homme éventuellement pour obtenir réparation. Là, la grande difficulté, en règle générale, c'est d'établir le lien de causalité, c'est-à-dire entre le comportement de cette personne et votre état de santé, montrer que c'est ce comportement qui a provoqué le préjudice que vous subissez. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, en matière de harcèlement moral, c'est relativement compliqué de tenir réparation sur ces caractères sexistes, en fin de compte, qui tiennent à une discrimination sur vos orientations sexuelles. Bref, tout ça pour vous dire, puisque je vais lâcher la parole quand même, tout ça pour vous dire que malgré ce qu'on dit bien souvent, il y a un dispositif légal qui est plutôt fourni, qui permet d'encadrer et de réprimer le harcèlement sexuel. Ne croyez pas tout ce qui se dit, bien souvent, on dit non, non, ça ne marche pas. Deuxièmement, remettez-vous-en au juge. Je devrais même vous dire, vous savez, il y a un chiffre qui peut vous rassurer. Tout à l'heure, madame nous parlait de la féminisation de plusieurs professions. Le métier de magistrat, c'est 66% de femmes. L'année dernière, l'École nationale de la magistrature, c'est 77% des candidats qui étaient des candidates et 83% des admis qui étaient des admises. Donc, c'est une profession
qui est plutôt sensibilisé et sensible à ce type de situation. Et il y a du côté des juges, en tout cas, une capacité d'appréciation des preuves, bien souvent, des situations de compréhension qui seraient assez, et qui vous étonneraient, j'en suis sûr, par rapport à ce qu'on peut entendre dans les médias, bien souvent, qui nous disent que les juges prennent ça par-dessus la jambe. Je pense que ce n'est pas vrai. Ça l'a été sans doute à une époque, ça l'est de moins en moins. Et puis, dernière chose aussi, et là, c'est quelque chose qui, hélas, interfère un petit peu avec tout ça. Si vous regardez les chiffres, vous allez vous dire « Ah ben tiens, c'est pas mal, le harcèlement sexuel aboutit de plus en plus souvent devant les tribunaux aujourd'hui, et notamment les conseils de prud'homme. » On a devant les conseils de prud'homme une multiplication par 3 du nombre de dossiers où on se dit bah, « Génial, il y a un salarié qui met en avant une situation de harcèlement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on en parle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sera plus réprimé. » Oula, calmons-nous. Il y a un aspect purement technique qui explique aujourd'hui le nombre florissant de harcèlements qui se retrouvent devant les tribunaux. Vous le savez peut-être, il y a eu en 2017 une réforme du plafonnement des indemnités prud'homales. En gros, la loi Macron de 2017 a mis un plafond maximum lorsque votre licenciement est abusif, un plafond maximum d'indemnisation. Donc, vous ne pouvez pas obtenir plus qu'une certaine somme. Ça marche pour tous les cas de licenciement abusif, sauf lorsque le licenciement, il est en réalité non pas abusif, mais nul, parce qu'à l'origine, il y a un harcèlement ou la dénonciation d'un harcèlement. À ce moment-là, on va passer dans la catégorie des licenciements nuls, où il n'y a aucun plafonnement des indemnités. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la parade de nombreux avocats qui aujourd'hui vont vous mettre du harcèlement sexuel dans tous les dossiers. C'est un moyen de faire sauter le plafond de verre du maximum d'indemnisation. Et ce qui fait qu'on retrouve devant les tribunaux en ce moment énormément de dossiers dans lesquels il y a une dimension de harcèlement sexuel, parce que les avocats se disent que c'est le meilleur moyen d'obtenir de l'argent. Donc, soyons aussi très méfiants, même si ce dispositif il fonctionne, même si ce dispositif il est fourni. Je ne suis pas sûr que les chiffres qu'on voit devant aujourd'hui les conseils de prud'homme soient si révélateurs d'une libération de la parole ou en tout cas d'une reconnaissance réelle de ces situations de harcèlement. Pour conclure, je conclurai avec une phrase que m'avait dit un de mes profs de droit du travail. Il m'avait dit, tu sais, le droit, en fin de compte, c'est pour les barbares. Parce que quand on n'est pas un barbare, on n'a pas besoin du droit. Je crois que notre système, c'est exactement ça. Il est là pour réprimer les situations, il est là pour indemniser les victimes, mais tant qu'on n'aura pas fait le travail de fond, qui est un travail d'éducation, qui rendra complètement inutile le travail de répression et d'indemnisation, je pense qu'on ne s'en sortira jamais. Voilà, merci à vous. Merci Emmanuel Carquin. Toujours un plaisir de t'écouter. On ne voit pas le temps passer. Ce soir, on a eu 4 interventions. C'est le moment pour les questions. Je vous rappelle juste les intervenants. Il y avait Myriam Dergam pour la sociologie des discriminations, Emmanuel Carquin pour la réglementation, il y avait Alice de Futur en commun et il y avait Jérôme Plein qui ont parlé tous les deux de la situation à l'UTT, les projets en cours et les projets passés. On a des questions qui vont venir d'Internet, on a aussi des questions qui vont venir de la salle. Nicolas pour les questions Internet et je vous écoute et on va vous faire passer le micro pour ceux qui ont des questions de la salle sur n'importe quelle intervention de ce soir. Alors, je vais répéter la question pour Internet. Donc, à l'UTT, sur les enjeux des VSS, combien de personnes à l'UTT travaillent sur les enjeux des VSS? Et je suppose que c'est plutôt pour Jérôme. C'est une question compliquée. Il faut que je compte. Idéalement, 0. Mais comme le disait Manu, on a du monde qui travaille en prévention, etc. etc. Bon. C'est assez compliqué. On a X intervenants pour faire les formations, mais qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas là de façon pérenne.
Donc, on a deux associations, hein, On the Way et Safe Campus, de mémoire. Bon, après, Sandy, enfin, Madame Devred, porte cette mission, je ne vais pas dire à 100%, enfin, c'est pas 100% de son temps, mais c'est quand même une partie assez importante de son temps. Moi, c'est une partie moins importante qu'elle du mien, mais c'est quand même une préoccupation quotidienne. Et puis après, au niveau personnel, on a bien évidemment le service de la DRH qui peuvent être mobilisés là-dessus. Oui, pardon. Et le pôle santé, bien évidemment. Donc, on a les trois personnes, les trois infirmières et miers du pôle santé et les deux psys, en effet, ouais, qui travaillent là-dessus. Donc, ça fait, c'est, allez, une petite dizaine de personnes, pas full-time, mais voilà. Et ça va de la plus tous les vacataires, enfin les vacataires, les gens des associations que j'ai citées avant, qui viennent aussi, bien évidemment, travailler avec nous. Donc, bon, c'est compliqué de le quantifier au-delà de ça, mais voilà. Et tout à l'heure, vous parliez d'écoute des personnes désignées qui ont sur leur porte écoute VSS, c'est ça? Ça représente combien de personnes? Bah, c'est 40 personnes formées. Euh, on n'a pas de statistiques là-dessus. Donc, en fait, le principe quand on est écoutante ou écoutant, c'est on reçoit la parole et puis on donne les indications qu'on doit donner. Mais on leur demande pas de nous faire des petits bâtonnets avec un retour. Donc, j'ai pas d'idée. Enfin, je sais pas si. Non, hein, on n'a pas ça. Euh, alors moi, je suis formé écoutant depuis 2 ans et j'ai recueilli une fois la parole. Voilà. Mais je ne suis pas représentatif. Je suis dans une position où je ne suis pas sûr que je sois la première des personnes à qui on vient toquer à la porte pour parler. Donc, bon, donc voilà, je pense que peut-être il y en a d'autres qui ont eu plus d'expérience, malheureusement, que moi. Mais, mais voilà. Mais 40 personnes formées à ça. Voilà. Sachant qu'à l'intégration, vous parliez des chefs d'équipe, ça représente combien de monde pour continuer d'évaluer tout ce vivier de personnes formées? 400 personnes. Non, 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 depuis le début. Hein, donc, on divise sur 21, 22, 23, donc divisé par 3. Vous êtes ingénieur, je vous laisse faire le calcul. 133 personnes à peu près par année, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Internet? Et du coup, est-ce que vous saviez que ce dispositif existait ou pas? Ouais. Alors, pour ceux qui sont en visio, qui ne voient pas la salle, on a presque vu que des hochements de tête. Donc, la question dans la salle, c'est l'art comme vecteur de communication et de sensibilisation. Et est-ce que tu as des projets qui vont plus loin à ce niveau-là, ou tu es au courant de projets à ce niveau-là, ou globalement, nous parler de la BD que tu as vue ou de la personne qui fait cette BD? Alors, il existe une BD sur le monde médical qui est critiquée et critiquable sur certains points. Moi, je fais des petites chroniques dans une revue, entre guillemets, dans un article qui s'appelle, enfin, un magazine qui s'appelle Le Généraliste. Et des fois, j'utilise la BD, mais ça peut être sur d'autres sujets, la vaccination, tout ça. Là, ça tombait parce que j'étais très, très énervée que cet infirmier m'ait sifflé devant tout plein de patients. Mais non, je n'ai pas de projet de BD comme ça. Mais cela dit, il en existe beaucoup sur plein de sujets et qui sont très bien faites. Là, il va y avoir une BD du planning familial qui va sortir en mai 2023. Donc, non, mon amie m'a dit qu'elle n'était pas encore sortie, donc je pense qu'il y a un peu de retard, mais qui traite ces sujets de façon un peu plus sympa, parce que bon, moi je fais de la socio, c'est aussi beaucoup de blabla, mais de façon pratico-pratique. Les BD en parlent très bien et sont parfois beaucoup plus pédagogues que nous. OK, pour Internet?
Oui, donc question pour Myriam, suite à l'intervention d'Emmanuel. Pourquoi peu de personnes portent plainte? Vaste question. C'est une question pour Myriam. Eh ben, c'est une excellente question. Et c'est très drôle parce qu'on vient d'avoir ce débat avec des amis donc, en médecine sur est-ce qu'on doit encourager ou pas les patients à porter plainte et comment leur faire porter plainte sans les culpabiliser. Parce que là, le débat, c'était un médecin qui dit mais si vous portez pas plainte, il va recommencer et ce sera de votre faute s'il y a d'autres victimes. Le fait est que le seul responsable, c'est le violeur et c'est pas les victimes. Pourquoi ils ne portent pas plainte? Emmanuel, vous en avez parlé. Tout, déjà, s'identifier victime, tout le process de la plainte, tout le process de la juridiction, il n'y a peut-être pas trop envie d'être confronté. Et nous, ce qu'on a constaté dans les milieux, on va dire, fermés, dans les milieux d'élite, sans vouloir vous lécher les bottes, mais c'est vrai qu'on reste des milieux d'élite, c'est que c'est compliqué de s'affirmer victime au sein d'une école, avec le risque que ça se sache, avec le risque que soit quelqu'un... dans mon article, il y a un témoignage d'une fille qui se fait agresser sexuellement en soirée. Et les gens autour lui ont répondu, mais t'as de la chance, c'est un 4e année, il est beau gosse, il s'intéresse à toi. Donc il y a aussi tout ce chemin à parcourir sur c'est pas normal, et comme le disait Emmanuel, sur l'éducation, sur pourquoi. Après, il faudrait pousser les plaintes, mais de façon factuelle, seuls 10% des plaintes aboutissent. Donc on n'est pas encore très très bon, mais avec la féminisation de la magistrature, on va y croire. On va y croire. Auriez-vous voulu rajouter quelque chose sur cette question d'un point de vue terrain UTT, sur qu'est-ce qui peut aider à plus oser ou toujours oser porter plainte, ou que ce soit faire remonter au niveau UTT ou porter plainte ensuite C'est une question d'accompagnement. Je pense que si les victimes sont accompagnées même dans le process juridique, c'est-à-dire d'aller déposer plainte et d'être emmenées par quelqu'un ou quelqu'un qui leur parle avant de ce qui va se passer, je pense que ça peut aussi servir de déclencheur pour pouvoir aller plus loin dans la procédure. Et quand on y va, on se rend compte que c'est pas toujours non plus ce qu'on nous a décrit et qu'on n'est pas toujours mal accueilli. Je pense que ça a plutôt tendance à s'améliorer. Pour le voir, on n'est pas parfait sur le truc, mais j'ai l'impression que les générations, les nouvelles générations de flics, les nouvelles générations de procs sont sensibilisées. Ce sont des professions qui sont de plus en plus jeunes, ce sont des professions qui sont dans le monde réel, donc qui vont aussi faire remonter ce genre de problématiques et qui vont les recueillir aussi. Bon, peut-être que s'il y avait plus de policiers et plus de juges et plus de procureurs, peut-être que ça ne serait plus considéré comme des affaires mineures et qu'on aurait le temps. C'est aussi des fois, bêtement et méchamment, une question de proportionnalité de la gravité, en tout cas celle qu'on ressent entre le gamin qui s'est fait tabasser et qui saigne, et puis la personne qui est victime de harcèlement et dont on ne voit pas la réalité de la souffrance. Peut-être que tout simplement, l'institution a la tendance à aller se tourner plutôt, si elle doit faire un choix, vers le gamin qui saigne. Et pourtant, la blessure, elle peut être aussi douloureuse quand elle est morale. S'il y avait plus de monde pour gérer les problèmes, peut-être que ça irait beaucoup mieux. Peut-être aussi un problème de budget de la justice, tout simplement. Et quels seraient les mots justement quand on porte plainte et qu'on se retrouve face à en concurrence avec des dossiers où la souffrance est plus visible? Comment on fait valoir cette souffrance moins visible mais qui est valable? Je ne sais pas comment on peut faire valoir. Il y a maintenant des éléments déclenchants. Je pense que se faire accompagner par un avocat permet, en tout cas la plupart du temps, à ce que le dossier ne finisse pas comment dire, écrasé par les autres dossiers sans qu'on vous donne des nouvelles. Si vous avez un avocat, au moins on vous dira « Ah, on ne va pas plus loin ». Alors que vous avez certains dossiers, on ne vous dit même pas « On ne va pas plus loin ». L'avocat, il aura toujours la possibilité de mettre un petit coup de pied pour savoir où en est le dossier et donc peut-être de sensibiliser un petit peu plus à la situation, mais surtout d'une préparation. Pour en avoir discuté avec quelques policiers dont c'est le métier de recueillir les témoignages, bien souvent,
comme c'est la première fois que tu portes plainte, la plupart du temps, Dieu merci, tu ne sais pas ce qu'il faut dire et tu ne sais pas ce sur quoi il faut insister. Et puis, ben, en face de toi, tu as un professionnel qui a besoin de mettre tout ça dans des cases. Et donc, bien souvent, l'avocat, c'est ce à quoi il va servir, à utiliser les bons mots et à bien décrire les situations qui vont permettre, lorsque le policier va faire remonter au procureur, que le procureur dise là, il faut poursuivre ou là, il faut chercher de nouveaux éléments. Donc, l'avocat ou même le monde associatif peut aider à la préparation au dépôt de plainte pour dire les bons mots, puis même aussi pour assister des gens qui n'ont pas toujours la capacité à exprimer ce qui s'est passé. Alors, la question dans la salle, c'est est-ce que la solution peut passer par des recours collectifs pour que la procédure le recours ait plus de puissance? Pour être moins exposé personnellement et oser plus le faire, ouais, d'accord. Je ne peux pas te dire comment faire, mais je peux te donner des chiffres. En matière de viol notamment, et on est passé à la criminalisation du viol à partir de 1985. Avant 1985, le viol n'était qu'un délit et donc il était jugé au tribunal correctionnel, ce qui voulait dire que tu n'avais pas un jury populaire qui appréciait la situation. Tu vois, des gens comme toi et moi qui, en plus, eux, peuvent se baser sur leur intime conviction. Avant 85, il fallait des preuves. Des preuves de viol, tu comprends bien que c'est compliqué. On estime qu'en 1985, il y avait 2 femmes sur 10 violées qui allaient devant les tribunaux. 2 femmes sur 10 violées. Et sur ces 2 femmes sur 10 qui allaient devant le tribunal correctionnel, 1 viol sur 10 était reconnu. Aujourd'hui, en prison, si tu comptabilises les agressions sexuelles plus les viols, ça représente plus de 40% des gens qui sont en prison. On a en France, je ne sais plus, j'ai vu le chiffre il n'y a pas très longtemps, je crois qu'on a 50 000 personnes qui sont en prison. Ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup plus. Alors, le système ne sera jamais parfait, hein, mais par rapport à ce qu'on a connu en 85, ce n'est pas si vieux que ça, 85. Hein, on a connu, nous, 85. Donc, ce n'est pas vieux. Par rapport à 85, on a quand même vraiment progressé sur la répression et on a vraiment. Et donc, moi, je suis persuadé que c'est un chemin et qu'on va continuer à aller dans ce sens. Alors moi, je nuancerai un peu ça parce que les études sociaux montrent que les personnes qui vont en prison pour ces accusations sont des personnes issues des minorités ou des classes sociales défavorisées. Pour ne pas les citer, certains acteurs, certains présentateurs télé, certains youtubeurs qui aujourd'hui n'arrivent même jamais devant les tribunaux, bien qu'il y ait des recours collectifs de 28, 3, 14 femmes. Donc, je nuancerai un petit peu. La discussion en cours, c'est l'impression d'une justice peut-être à 2 vitesses au sujet des personnalités publiques. Vous n'êtes pas tous les deux d'accord là-dessus. Est-ce que la différence peut venir d'oser porter plainte? Alors, pour le coup, je ne me souviens plus de qui a fait l'étude et pourtant, c'était une conférence que j'ai eue il y a 2 semaines qui montrait que on a des clichés, comme le cliché du vrai viol et des plaintes. Ça a d'ailleurs été une enquête sur les gendarmeries. Quand c'est un inconnu dans la rue, vous avez plus de chances que votre plainte soit reçue que si c'est votre meilleur ami avec qui vous aviez décidé de dormir dans le même lit. Dans une histoire de culpabilité, enfin, des choses comme ça. Il faut aussi savoir que les gens de pouvoir ont de bons avocats. En France, Aussi. il n'a jamais permis de passer du statut de coupable à innocent. On est dans une justice qui est quand même relativement indépendante. Et j'aurais même tendance à dire le contraire, une justice qui est un peu excitée certaines fois par le fait de s'en payer quelques-uns. Donc, les puissants, ils aiment bien. Regarde, Nico, là, en ce moment, il est un petit peu emmerdé. Même si... Il est emmerdé, mais bracelet électronique contre la prison. Donc, avant d'avoir de la prison ferme en France, en taper des vieux, hein, avant de prendre plus de 2 ans. ce qui est vrai aussi, il y a un juge d'instruction des peines, un juge de... Comment ça s'appelle déjà? L'article 80. Un juge d'application des peines qui fait que en fait, vous avez pu être condamné à la prison, mais finalement, vous n'aurez pas de la prison. Et ça, c'est un truc qu'on... Les peines de moins de 2 ans sont aménageables. Toutes les peines de moins de 2 ans sont aménageables, disait Emmanuel. Que tu sois un pauvre ou un riche. Il faut parler dans le micro.
Je pense qu'il y a plein d'autres raisons qui font que ça n'aboutisse pas et qui n'est pas spécialement une mauvaise volonté de l'institution judiciaire. Je pense pas que ce soit une. Je pense aussi, quand on connaît le boulot des procs et le boulot des flics, il y a une question de volume. Alors, même si c'est pas moins important, on est bien d'accord, hein, c'est pas moins important, mais il y a une telle pression, un tel boulot que sur 2 ou 3 ans, bah, votre dossier va finir par se perdre. Mais comme des agressions qu'on peut avoir dans la ville, qui ont un caractère sexuel. J'ai des étudiants ici qui se sont fait casser la gueule en ville et 2 ans et demi plus tard, le dossier il a été clôturé parce qu'ils avaient oublié le dossier, quoi, en fin de compte. Donc, c'est les défauts de la justice en général, sans doute qui sont accentués dans ces domaines parce que tout le monde et parce qu'on a encore dans cette justice des vieux boomers qui n'y sont pas sensibilisés. Mais je reste hyper optimiste sur le fait que ça va changer. Justement, il y avait une question là-dessus. Myriam, dans ta présentation, pardon, tu disais que ça a évolué avec le temps. Il y a des positions qui changent, des choses qui étaient acceptables avant ne le sont plus et inversement. Est-ce que justement, il y a des phénomènes sociaux, comme on voit en ce moment, qui permettent à la justice de bouger un peu plus vite ou juste un peu plus? Alors, pour le coup, je parlais d'un peu tous les phénomènes sociaux, hein, comme je disais, se moucher dans une nappe, à une époque, c'était autorisé. MeToo a beaucoup fait bouger les choses, et c'est vrai parce qu'avant, on n'en parlait pas et on n'osait pas libérer cette parole-là. Maintenant, le phénomène social, c'est bien, le phénomène militant, c'est essentiel, et on attend encore que ce soit des actions concrètes, même s'il y en a qui ont été produites. Par exemple, la loi Chiappa sur l'outrage sexiste, en théorie, est une bonne loi, mais on a vu que l'application, voilà, l'application laissait à désirer et que finalement, il y avait beaucoup de choses un peu simplistes qui partent d'une bonne intention, mais qui n'ont pas de conséquences réelles en termes d'efficacité. Tout comme un truc tout bête, mais j'ai vu que vous aviez des protections hygiéniques dans les toilettes dans votre UTT, ce qui est super bien. Mais à un moment, le gouvernement a annoncé que c'était obligatoire à l'université sans donner d'enveloppe budgétaire. Donc, c'est toujours des petits couacs comme ça qui font que mouvement social et bonnes idées il y a, mais l'application et la réalisation, on n'a pas les moyens de le faire concrètement. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, il y a une parole qui s'est libérée. Sur les protections hygiéniques, alors je vais peut-être dire une bêtise. Alice a dû partir de Futur en commun. Il me semble que ça avait été pas mal poussé il y a quelques années par Futur au féminin, qui est devenu Futur en commun. Et c'est une forme aussi une manière de faire bouger les choses, de se mobiliser via des associations. J'en profite puisqu'il y a Maud qui est à distance, qui avait donc créé Futur en féminin. Elle pourra confirmer dans le chat. Mais voilà, donc je pense que l'engagement, ça peut être intéressant. Je vois Jérôme qui s'enfuit, alors j'ai une question qui va arriver pour lui. On a vu il y a quelques années, l'année dernière, il me semble, des universités qui avaient remonté des problèmes de viol. Et je voulais savoir un peu au niveau employeur ou directeur adjoint, qu'est-ce que ces personnes à responsabilité peuvent faire dans les établissements, juridiquement parlant ou associativement parlant, financièrement parlant, pour justement être en règle avec la loi. Oui, mais du coup, non, mais justement alors non, mais pour prévoir, pas pour, non, pas pour prévoir. Et justement, est-ce que, deuxième partie de la question, est-ce qu'il n'y a pas des tentations quand on est employeur ou directeur de vouloir un peu couvrir pour l'image de marque, ce que certaines universités ont été tentées de faire pour attirer du monde, dire bah, au moins si on cache ça, on va recevoir des nouvelles personnes qui vont s'inscrire. Alors, est-ce qu'il y a ces tentations et questions un peu pièges? Je rappelle que c'est enregistré pour être loyal en preuve. Est-ce que l'UTT a été confronté à ce genre de situation, à faire un choix de couvrir ou pas des situations? Alors, je vais parler sous le contrôle de mon avocat. Alors, je vais revenir déjà sur les serviettes dans les toilettes. Donc ça, je remercie d'ailleurs Maud qui avait mis ça en place. Et j'ai discrètement été voir Sandy. C'est pour ça que je me suis sauvé, pour être bien sûr et pas raconter une bêtise. Ça vient essentiellement du don en l'occurrence, hein. Donc c'est en effet absolument pas budgété par l'État.
la revalorisation des fonctionnaires non plus, d'ailleurs, ceci étant dit. Maintenant, pour répondre à la question un peu plus dérangeante, as far as I know, non. Maintenant, je me suis battu, moi, pendant un moment, et Sandy m'en est témoin, hein, pour qu'on communique plus sur les actions qu'on essayait de mettre en place autour de la lutte contre les VSS. Et ça, c'était compliqué parce que, vu de loin, si on met en place une politique de lutte contre les VSS, c'est sale. Enfin, entre guillemets, hein. Ça veut dire qu'on a des cas, ça veut dire qu'on est confronté aux problèmes, etc., etc. Donc, on ternit l'image de l'école en quelque. Moi, j'avais une vision qui était un peu plus positive, qui était, et on l'a partagée, hein, bien évidemment, mais qui était de se dire, au contraire, bon, soyons pas dupes, des cas de VSS, il y en a partout. Les jeunes de l'UTT, même s'ils sont sympa, etc., vu le volume, enfin vu le nombre, voilà, le pourcentage de jeunes mal élevés, slash déviants, etc., n'est pas différent des autres endroits. Donc des cas, de toute façon, il y en a. Et on a en effet à les traiter. Maintenant, moi, mon équation, elle est comment je fais pour attirer plus de femmes, parce que la conviction qu'on a aussi, c'est que plus il y a de femmes, moins, a priori, il y a de cas. Enfin, de cas de VSS, parce que il y a peut-être plus de discussions, plus d'entraide, puis c'est moins facile de se retrouver la seule fille dans le TD, un petit peu ou en TP, isolée, etc. Donc dans une position qui peut être un petit peu inconfortable, hein. Alors évidemment, quand je parle des victimes, je parle essentiellement de filles, mais bon, comme vous nous l'avez montré tout à l'heure, c'est 94% des cas et 94%, bref, voilà. Donc bon. Je me disais, si on voit qu'il se passe quelque chose à l'UTT, qu'on essaye de justement enrayer un petit peu ce cercle vicieux là, des VSS, etc., ben, moi, en tant que fille, je me dis, ben, c'est une école au moins qui agit, qui fait quelque chose. C'est peut-être que c'est plus sympa de venir à cet endroit-là. Voilà. Bon, nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est communiquer sur ce qu'on a réussi à mettre en place. Ce n'est pas encore parfait. On continue de travailler et d'essayer d'améliorer le système. Là, on travaille sur un plan maintenant d'égalité, de diversité, d'inclusivité, hein. Justement, on va essayer de travailler. Alors, en France, c'est un peu mal poli. On n'a pas trop le droit de parler d'intersectionnalité, mais voilà. Et de résoudre un petit peu ces problématiques-là. Donc, bon, la marche peut faire du rafin, là, encore longue, la pente, tout ça. Mais bon, bref, en tout cas, on essaye de faire pour le mieux. Et puis après, pour revenir sur ce que disait Emmanuel, hein, à partir du moment où on a connaissance d'un cas, de toute façon, nous, on a l'obligation d'aller directement chez le procureur de la République. Et pour le coup, ça, il n'y a pas de tergiversation avec ça. Voilà. Juste pour rebondir, nous, on a eu le même problème. Enfin, si on fait de la lutte contre les discriminations, ça signifie qu'il y a des discriminations. Et au final, maintenant, c'est devenu quelque chose de positif. On s'est rendu compte qu'il y avait des soucis, mais au moins, nous, on agit. Donc, ce qui veut dire qu'il commence à y avoir un changement de paradigme. Et ça, c'est aussi quelque chose de positif à souligner. Merci pour cette réponse franche. Et c'est important en plus d'avoir le retour de postes de direction, puisqu'on a dans nos réseaux d'alumni, nos anciennes du coup, des postes à responsabilité également. Donc c'est important de rappeler leurs responsabilités, mais aussi ce qu'ils peuvent faire, et que affronter le problème, le confronter, c'est peut-être bien mieux que le cacher en se disant que ça va passer. On avait peut-être une des dernières questions, parce que l'heure tourne. Ah, il y en a une de Yogan juste après. Alors, c'était: comment se fait-il que ce soit si facile d'invoquer la présomption d'innocence alors qu'un faisceau permet d'entretenir les doutes? Notre ministre de l'Intérieur a reconnu avoir échangé un appartement contre les faveurs sexuelles et reste accusé de viol. Pourtant, il reste maintenu à ses fonctions et est défendu par le gouvernement. Présomption d'innocence. Un peu facile, non? Y a-t-il une limite à cette présomption? Ça sort du cadre de l'entreprise, sauf si on considère que l'État est
le premier employeur de France. Monsieur Darmanin, alors moi je vais vous faire une réponse très institutionnelle, dans le sens où, voilà, je vais faire une réponse très institutionnelle, dans le sens où il y a la séparation des pouvoirs. Moi je ne crois pas, pour avoir un peu côtoyé le monde de la magistrature à un moment, je ne crois pas à la collusion directe institutionnelle entre la justice et le gouvernement, même si on a vu pendant des années que c'était possible. Depuis quelques réformes, depuis une petite vingtaine d'années, ce n'est plus possible. Il y a plus. Ensuite, les gens se connaissent. Mais tu sais, comme à l'UTT, les gens se connaissent. Moi, il y a des étudiants que je connais. Il y a des étudiants avec qui je bois un verre. Est-ce que pour autant, je vais leur mettre une bonne note? Non, ça ne change rien. Les gens dans la justice connaissent les politiques connaissent les gens dans la justice. Je ne suis pas persuadé qu'un juge n'aurait pas vu plutôt d'un bon œil de se taper Darmanin quand même. Et puis, si on n'est pas d'accord avec une décision de justice, on peut faire appel. Si on n'est pas d'accord avec ce que dit le procureur, s'il ne veut pas poursuivre, il suffit de se constituer partie civile pour qu'il soit obligé de poursuivre. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, si la justice elle a dit ça, peut-être qu'elle se trompe, hein, elle n'est jamais parfaite, la justice. Mais il y a un moment aussi où il y a des règles démocratiques, où si on commence par se dire qu'une décision de justice, elle n'a pas été respectée parce que je ne suis pas d'accord avec, on commence un petit peu à toucher à la démocratie. Alors, peut-être que ce n'est pas la réalité, je vous l'ai dit, hein, la réalité, c'est ce qui est prouvé. Peut-être que ça n'a pas été prouvé, peut-être que Darmanin, il a bien fait un chantage sexuel. C'est autorité de la chose jugée. Maintenant, c'est jugé comme ça. L'autorité de la chose jugée, c'est que ça devient un fait. Donc, je ne le remets pas en question. Alors, ce cas est représenté par Maître Tualion, qui est la sœur de Victoire Tualion, qui fait le podcast Les couilles sur la table, qui fait du coup appel. Et je dirais que c'est une histoire plus complexe au-delà de la loi sur cette présomption d'innocence. C'est ce qui s'est passé dans Johnny Depp et Amber Heard. Ce qui sort en ce moment, c'est le documentaire Arte sur la fabrique du mensonge. Comment finalement on parle de présomption d'innocence pour la personne accusée, et finalement on se dit que la victime a potentiellement menti. Il y a ce cliché que les femmes mentent quand elles déclarent un viol, comme si c'était assez facile de prendre la parole là-dessus et de s'exposer pour avoir, je ne sais pas, des intérêts, des sous, quelque chose, un moment de gloire. Finalement, les études montrent qu'il y aurait à peu près 2% de faux témoignages, alors qu'on est en moyenne entre 5 et 15%, peut-être plus 15% pour les faux « j'ai perdu mon passeport parce que je voulais garder les images de visa » et 5% pour les vols, etc. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle le Boys Club. Et ça, c'est des travaux sociaux qui ont montré un certain entre-soi aussi. Et peut-être pas dans ce cas-là forcément, mais encore une fois, il y a les bons coupables qu'on a envie de juger. Il y a ceux où on se dit non mais je le connais, il n'est pas capable de faire ça. Il y a ceux où on se dit non mais je lui ai parlé droit dans les yeux, il m'a assuré que non, du coup je le crois. Il y a tout un panel de crédibilisation, de décrédibilisation d'un parti comme l'autre, tout comme peut jouer la presse en faveur de est-ce qu'on se fait ce Premier ministre ou pas, en fonction du vent politique, comme ce qui s'est passé avec Marlène Schiappa, etc., qu'on a mis au placard finalement après des photos pour Playboy, bien qu'elle ait fait d'autres bourdes avant ça, dont le fond Marianne. Donc, ça va au-delà de juste la loi, mais plus, à mon sens, mais après je suis sociologue, donc forcément c'est un énorme biais, d'ancrage sociaux de comment les choses ont été mises en place en France, comment tous ces combats ont eu lieu. Le viol conjugal, de mémoire, c'est 92. Ouais. Donc il y a des concepts, encore une fois, qui sont très récents et que ces promotions canapé étaient pendant longtemps mises en avant. On l'a souvent entendu, je ne sais pas, mais dans des séries, oui, elle a couché pour avoir le poste. Donc ça reste des choses, encore une fois, qui font partie d'une certaine norme qu'on a du mal à détruire et qu'on a du mal à avancer comme la victime a raison. Et ça, MeToo l'a bien montré à quel point finalement, quand les femmes parlent, beaucoup parlent. Et beaucoup arrivent à se dire, mais en fait, oui, on a tout été agressé, soit par le même homme, soit on a tout été agressé une fois dans notre vie. Et dans ce cas, c'est l'éducation qu'il faut remettre en cause et prendre le problème plus à la racine. Donc, après ça sera fini pour les questions. Si vous en avez encore, envoyez-les vite via le stream. Et puis sinon,
On vous laisse vous manifester dans la salle. Ma question, c'est, Emmanuel Carquin, vous avez parlé de la responsabilité de l'employeur, même s'il n'est pas directement impliqué dans les faits de harcèlement. Parmi les étudiants, il y aura peut-être des futurs chefs d'entreprise pour beaucoup. Il y aura surtout beaucoup de managers. La responsabilité du manager, comment est-ce que vous la situeriez? Merci. En réalité, en matière de santé et sécurité, il y a une chose qui a changé vraiment d'une façon fondamentale. Il y a à peu près maintenant 4 ans, alors excusez-moi, peut-être 4 ou 5 ans, c'est qu'on a posé le principe qu'on est tous responsables de la sécurité de tous. C'est-à-dire que techniquement, si demain tu es, je sais pas, tu es balayeur et tu vois le PDG en train de monter sur une échelle alors qu'il n'a pas le CACES nécessaire ou il n'a pas le diplôme, tu dois normalement lui dire descends parce que tu pourrais mettre en jeu ta responsabilité personnelle si jamais il tombe. Bien, c'est même pas pénal, c'est carrément de la responsabilité civile. On est tous responsables de la sécurité de tout le monde. Maintenant, dans la réalité, ce sont plutôt les représentants légaux qui vont être condamnés en matière de responsabilité. Et on a très peu de cas où des salariés, dans le cadre de leur mission, vont engager leur responsabilité civile perso. Ce n'est pas impossible, mais en règle générale, la responsabilité sera celle de l'employeur et non pas de ceux qui sont sous un lien de subordination avec. Mais rien ne l'exclut, et en tout cas, depuis 4-5 ans, c'est tout à fait inimaginable. En règle générale, on va quand même taper sur l'employeur. D'accord, donc l'employeur plutôt que ceux qui ont un lien de subordination, mais ceux qui ont un lien hiérarchique, ceux qui sont au-dessus, dont on est les subordonnés. Est-ce que eux, dans la chaîne même de transmission de l'information, du coup, je pense aux ingénieurs, managers, est-ce que ça devient leur responsabilité? S'ils ne sont pas eux-mêmes acteurs du harcèlement, ils ne vont pas jouer leur responsabilité civile personnelle. C'est celle de l'employeur, même s'ils sont au-dessus. Même si théoriquement, ça pourrait être le cas, mais j'en doute. Néanmoins, dans l'intérêt des victimes, ils ont un rôle à jouer vu qu'ils sont supérieurs et maillons intermédiaires. Bien sûr, et c'est le propre même de la relation en entreprise. C'est ce que je dis souvent aux étudiants quand j'interviens sur le harcèlement moral ou sur le harcèlement sexuel. C'est de votre responsabilité parce que c'est vous qui réussissez à, un, détecter les situations et les faire remonter, et deux, même à évaluer comment ne pas tomber dans le harcèlement moral ou dans le harcèlement sexuel. On a pris pour argent comptant plein de choses. Tout à l'heure, vous nous parliez des blagues sexistes et de l'humour. L'humour choque certains et d'autres ne sont pas du tout choqués. Ce qui veut dire que techniquement, pour certains, une situation sera du harcèlement sexuel parce que l'humour, la blague sexiste va le choquer. Et puis pour d'autres, ça ne le sera pas. Ça ne va même pas leur effleurer l'esprit que ça puisse en être. Et pourtant, ça en est. Sauf que eux ne se considèrent pas comme victimes. Donc là encore, c'est ce que je dis souvent aux étudiants, c'est à vous de subodorer quelle est la limite, quelles sont les capacités de résistance, entre guillemets, des gens que vous avez en face de vous, et de vous méfier de l'effet de meute. L'effet de meute, c'est ce qu'on va trouver en harcèlement moral. On l'a vu dans certaines entreprises où, en fin de compte, les techniques managériales sont purement du harcèlement. Mais sauf que tout le monde l'accepte et tout le monde dit « Ah, ben, c'est la technique de la boîte ». Autrement dit, se faire ploter le cul par le directeur, ah ben, il a toujours fait ça avec tout le monde. Il y a des boîtes où, je vous promets que ça ne choque personne. Et pourtant, par définition, c'est du harcèlement sexuel. Donc, on est bien d'accord que sur le harcèlement sexuel, ce n'est pas admissible. Mais en ce qui concerne, par exemple, le harcèlement moral, faites attention parce que c'est le manager qui, lui, va voir quelles sont les limites de chacun. Et la blague sexiste, il y a un moment, quand elle est répétée, elle devient du harcèlement, mais ça n'empêche pas que dans certains milieux, ça continue à se faire. Et donc, là encore, c'est au manager de mettre des limites à tout ça et surtout de sentir le ressenti des victimes potentielles. Très bien. Est-ce que quelqu'un souhaitait rajouter quelque chose avant qu'on clôture? Peut-être faire un lien. Déjà, on va essayer d'organiser plus d'événements dans lesquels on essaye de former un axe entre UTT Alumni, le personnel UTT, éventuellement des personnes de l'extérieur comme ce soir avec Myriam, et surtout beaucoup les étudiants.
On va essayer de recontacter Alice qui a dû partir parce que ce soir, elle est sur 2 événements. Mais que ce soit de son côté, que ce soit de Futur en commun, tout ce qui peut être un apport côté étudiant ou des envies côté étudiant, il y a aussi la fondation qui peut faire l'intermédiaire pour créer des événements qui sont comme ça, des agglomérations, des mises en commun et des partages de connaissances dans le but notamment de l'amélioration de nos organisations humaines. C'est le bienvenu. Donc là, je m'adresse à vous, les étudiants, mais c'est valable pour tous les types de les groupes de personnes que j'ai cités. N'hésitez pas à parler autour de vous sur le fait qu'en ce moment, avec UTT Alumni, on est de plus en plus enclin à organiser des choses dont les apports sont étudiants, dont les idées sont étudiantes. Voilà, ce sera le mot de la fin. Avec aussi cet événement est organisé conjointement avec l'UTT Futur en commun par UTT Alumni. On remercie l'UTT pour son accueil. Et en ce qui concerne UTT Alumni, donc on est sur la création d'un pôle qui s'appelle Humanité, Équilibre et Égalité, qui a attrait à tout ce qui concerne les équilibres personnels et le fonctionnement de nos organisations humaines. Et le prochain événement sera à la fin d'année 2023 et concernera les alumni parents, notamment ou futurs parents, puisqu'il s'agira des sujets d'éducation. Bonne soirée à tous, que ce soit en ligne ou dans la salle, et à très vite.